Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Une après-midi secouée par des tirs à Bangui, mais le calme est revenu ce mardi soir dans la capitale centrafricaine. À l'origine des tensions, l'annonce des candidatures retenues pour la présidentielle et le rejet de celle de l'ancien président François Bozizé. Nous serons en direct avec Anthony Fouchard à Bangui dès le début de ce journal. La Côte d'Ivoire qui semble obtenir gain de cause dans l'affaire Guillaume Soro. La juge ne renouvelle pas le mandat d'amener visant le président de l'Assemblée. Selon ses avocats, Abidjan avait vivement protesté, convoquant même l'ambassadeur de France, rappelant que l'ancien Premier ministre était à Paris dans le cadre de la COP 21. À 3 jours du terme justement de la COP 21, les leaders africains continuent à mettre la pression. Le continent qui pollue peu subit de plein fouet le réchauffement climatique. Illustration en Éthiopie qui traverse l'une des plus graves sécheresses de ces 20 dernières années. Des barricades et des tirs entendus cet après-midi à Bangui. La tension est montée après l'annonce des candidatures retenues pour la présidentielle du 27 décembre prochain. Une trentaine de candidats sont en lice, dont Martin Ziguélé, Anissé Georges Deloguélé ou encore Karim Mekassoua. Mais c'est le rejet de celle de François Bozizé qui a suscité des réactions de violence dans le camp de l'ancien président, renversé, je vous le rappelle, en mars 2013 par les rebelles de la Séléka. On va en parler tout de suite avec Anthony Fouchard, notre correspondant qui est en direct avec nous de Bangui. Alors Anthony, ce n'est pas une surprise, mais pour quelles raisons la candidature de l'ancien président François Bozizé a-t-elle été rejetée ? Ce n'est pas une surprise, effectivement, et d'ailleurs le porte-parole du KNK, le secrétaire général du parti de Bozizé, l'a dit d'emblée, on s'y attendait. Pourquoi la candidature de François Bozizé a-t-elle été rejetée ? La Cour constitutionnelle de transition qui a statué sur son cas s'est appuyée sur deux motifs d'invalidation. Le premier étant qu'il n'a pas présenté la preuve de son enregistrement sur les listes électorales, et ce, pour une raison simple. François Bozizé est à l'étranger, il est réfugié en République démocratique du Congo, selon Béa Bertin, son porte-parole et secrétaire général de son parti, et soumis à une interdiction de voyager, une sanction des Nations Unies. Il n'a donc pas pu se faire enregistrer. Deuxième motif, et pour ça, la Cour constitutionnelle s'est basée sur l'accord de Libreville qui avait été signé en 2013 avec notamment le président François Bozizé qui était président à l'époque de la Centrafrique. Et dans son article 1er, cet accord de Libreville précisait que François Bozizé ne pouvait briguer un second mandat à l'issue de celui qu'il occupait déjà. Voilà les deux motifs d'invalidation de la candidature de François Bozizé. Je vous propose d'écouter tout de suite Béa Bertin, justement, le secrétaire général et le porte-parole du Konakwa, le parti de François Bozizé ici en Centrafrique. L'invalidation de la candidature de Bozizé, vous allez voir la réaction des gens. Et nous ne sommes pas des extrémistes. Mais cette situation d'injustice va nourrir de la haine, va nourrir des ressentiments, des rancœurs. C'est ce que nous craignons aujourd'hui. Nous allons défendre les dossiers de nos candidats pour les législatives et nous pensons que nous aurons l'occasion de le faire parce qu'aujourd'hui, on nous interdit de faire une quelconque réunion. Et nous pensons que nous allons nous réunir en bureau politique pour, n'est-ce pas, discuter de la question et de la position à prendre dans les jours à venir. Alors le rejet de cette candidature a créé des tensions aujourd'hui à Bangui. Le calme est revenu, mais la situation a été tendue tout au long de l'après-midi. Effectivement, le calme est revenu à l'heure où je vous parle. Le couvre-feu qui a été instauré fin septembre après les violences est de toute manière toujours en vigueur. À 20 h, interdiction pour tout le monde de sortir dans les rues. Les premières barricades ont été érigées aux alentours de 16 h, quelques heures seulement après l'annonce de l'invalidation de François Bozizé. On ne peut pas dire pourtant que ce sont seulement les militants, les partisans de l'ex-président qui ont érigé ces barricades, qui ont tiré également dans plusieurs quartiers de la ville, dans plus de 8 arrondissements. Des tirs ont été recensés parce qu'il y a aussi la candidature de Patrice Edouard Ngaïsona, l'ex-leader des anti-Balaka, l'ex-chef de file des miliciens anti-Balaka, une candidature qui a également été invalidée. Et donc dans les rues de Bangui, selon plusieurs témoins, il y avait à la fois des partisans de Bozizé et à la fois des partisans de Patrice Edouard Ngaïsona. Les forces de sécurité intérieure, les gendarmes et les policiers centrafricains ont fait un travail remarquable, et je cite une source militaire, aux côtés de la MINUSCA, notamment le contingent sénégalais, qui sont rapidement intervenus, notamment au nord de Bangui, pour démanteler les barricades et essayer de faire cesser les tirs sporadiques qui persistent toujours dans la capitale. L'avion d'Air France a quand même pu décoller
avec un léger retard, mais il y avait des tirs autour de l'aéroport en fin d'après-midi. L'avion a donc pu décoller. Les passagers qui arrivaient à Bangui ont pu débarquer. Et à l'heure où je vous parle, tout est plutôt calme dans les quartiers. Il ne reste plus beaucoup de barricades et les tirs sont devenus plus sporadiques. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Anthony Fouchard en direct de Bangui. 4 soldats français soupçonnés de viol et d'agression sexuelle en Centrafrique ont été entendus ce mardi par la justice en France. L'un d'eux a été placé en garde à vue, les 3 autres sont entendus libres. Ce sont les toutes premières auditions dans le cadre de cette affaire. Les faits remonteraient à 2013 et 2014. Des enfants centrafricains qui vivaient dans le camp de Mpoko à l'aéroport de Bangui accusent des soldats de la force sangarise de leur avoir fait subir des sévices sexuels en échange de nourriture. Du nouveau dans l'affaire Guillaume Soro qui a suscité des tensions entre Paris et Abidjan. D'après ses avocats, la juge d'instruction parisienne a finalement décidé de ne pas renouveler le mandat d'amener visant à entendre le président de l'Assemblée nationale. L'ex-chef de la rébellion, deuxième personnage de l'État ivoirien, est poursuivi après une plainte déposée par Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président ivoirien. Retour sur cette journée de pression diplomatique avec Anna Sylvestrener sur place à Abidjan. Les autorités ivoiriennes ont nettement haussé le ton ce mardi. Cela a commencé dans la matinée et c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'en est chargé. Chose rare, il a convoqué l'ambassadeur de France ici à Abidjan et a adressé ses vives protestations. Un ton ferme, un visage grave. Je vous propose de l'écouter. Le séjour du président de l'Assemblée nationale se fait sous mandat de représentation émis par le président de la République. Dans ces conditions, il bénéficie d'une immunité absolue. Aucun mandat ne peut être émis à son encontre. Et c'est pour cela que nous avons transmis ce courrier de vive protestation à notre homologue français. Des pressions qui, semble-t-il, ont porté leurs fruits. Et c'est donc un ennui de moins pour Guillaume Soro, lui qui en ce moment est mis en cause dans une autre affaire qui fait grand bruit ici, celle d'enregistrements téléphoniques dans lesquels on entend 2 hommes qui cherchent des moyens pour appuyer le coup d'État militaire qui a eu lieu au Burkina Faso en septembre dernier. Les écoutes ne sont pas authentifiées et Guillaume Soro a toujours rejeté ces accusations qui sont l'objet de fortes tensions avec les autorités du pays voisin depuis maintenant plusieurs semaines. Des discussions cruciales pour le Burundi se sont ouvertes à Bruxelles. L'Union européenne menace de suspendre sa coopération avec Bujumbura, accusée de violations répétées des droits de l'homme et des principes démocratiques. L'enjeu est de taille car l'Union européenne, l'aide européenne représente environ 20% du budget de l'État burundais. C'est donc aux autorités burundaises qui ont envoyé une forte délégation sur place à Bruxelles de montrer des gages. Elles affirment notamment avoir libéré une centaine de personnes arrêtées au moment de manifestations contre le régime de Bujumbura. Kinshasa croule sous les ordures. Cela fait plusieurs semaines que ça dure depuis que l'Union européenne s'est désengagée de ce programme. Le quartier huppé du nord de la capitale congolaise n'est pas épargné. Le récit de Nicolas Germain avec Salima Belhadj. À Kinshasa, les piles d'ordures ne cessent de croître et la colère des habitants aussi. Le quartier touché est celui de la Gombe. Il n'y a plus de ramassage depuis fin septembre, depuis que l'Union européenne a transféré aux autorités locales la gestion de la collecte des déchets. Les Kinois sont exaspérés. Je suis commerçante au marché. Les montagnes de déchets s'entassent, les maladies se répandent. Pourtant, nous payons nos taxes du 1er au 30 de chaque mois. Que font les autorités ? Les éboueurs ne sont pas en grève, mais le ramassage n'est plus financé. Le seul problème, c'est le carburant. Le personnel n'a aucun problème pour travailler. Nous voulons que notre ville soit propre, malgré l'accumulation des retards de paiement depuis 2 mois. Les autorités locales affirment que le gouvernement devait financer l'essentiel du ramassage pour la première année suivant le départ du programme européen. Elles expliquent que désormais les fonds ne devraient pas tarder. Je voudrais dire d'abord pardon à la population et merci au chef de l'État. Et merci au chef de l'État qui a donné des instructions pour que les moyens soient débloqués et que cette situation soit réglée. À l'indépendance du Congo en 1960, Kinshasa était considérée comme l'une des villes les plus agréables d'Afrique. Elle était surnommée Kin la Belle. Mais depuis longtemps, de nombreux habitants l'ont affublée d'un autre sobriquet, Kin la Poubelle.
À 3 jours de la fin de la COP21, les dirigeants africains s'inquiètent de ne pas voir leur position suffisamment prise en compte dans les textes. L'Afrique est le continent qui contribue le moins au réchauffement de la planète, avec 4% seulement des émissions de gaz à effet de serre, paye très cher la facture climatique. Illustration en Éthiopie, qui est frappée par la plus grave sécheresse de ces 20 dernières années. Nicolas Germain. En Éthiopie, parmi les zones frappées par la sécheresse, il y a la région centrale autour de Ziway. L'économie éthiopienne est l'une des plus dynamiques d'Afrique, mais elle reste très dépendante du secteur agricole. La sécheresse est causée par le manque de pluie, mais aussi par le phénomène climatique El Niño. Il est causé par une température plus élevée au-dessus de l'océan Pacifique. Cela provoque des sécheresses dans certaines régions du globe et des inondations dans d'autres zones. Les agriculteurs de Ziway sont désespérés. L'aide que nous avons reçue n'est pas suffisante pour nourrir les 8 membres de notre famille pendant 15 jours. Si le gouvernement ne prend pas de mesures supplémentaires pour faire face à la situation et ne distribue pas de l'aide, alors nous allons mourir de faim. Le gouvernement a déjà dépensé 130 millions d'euros pour lutter contre la famine, mais il explique qu'il attend encore une grande partie de l'argent promis par les donateurs. Les agriculteurs sont inquiets. La situation dans laquelle on se trouve maintenant est très critique. Les récoltes ont échoué, nous n'avons plus rien. L'ONG Save the Children affirme que 10 millions d'Éthiopiens ont besoin d'une aide d'urgence. La situation de sécheresse en Éthiopie est la pire que j'ai vue. Et cela fait 18 ans que je travaille ici. Les pluies que l'on attendait ne sont jamais arrivées. En 1984, la famine en Éthiopie avait provoqué la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.